Bonsoir, nous sommes le jeudi 16 juin. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale, entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Le quartier de gare Bécane de la Verrière est au cœur d'une polémique. Le projet de réaménagement divise la commune et l'agglomération. Détail dans cette édition. Et retour sur l'attentat aux États-Unis à Orlando où un terroriste a assassiné 49 personnes dans un club gay. Qu'en est-il du climat homophobe? La situation se dégrade-t-elle en France? Pour nous en parler ce soir, notre invité Jérôme André, président de HF Prévention. Vous entendrez également le conseiller régional du parti radical de gauche, Elie Haït. Et un proscope, enfin c'est du théâtre d'impro, mais sur les réseaux sociaux avec l'application Periscope, une idée originale de Andy Pimor et Antoine Rabot, comédien et membre de Déclic Théâtre, un concept qui rencontre un certain succès auprès des spectateurs et que nous vous ferons découvrir. Et pour ouvrir ce journal, cette information, le président de la République, François Hollande, sera demain à Versailles. Il rendra personnellement hommage au couple de policiers sauvagement assassinés ce lundi à Magnanville, dans l'Essonne. Il présidera donc vendredi matin à la préfecture de Versailles une cérémonie officielle pour honorer le policier et sa compagne. Elle se déroulera également en présence de leur famille ainsi que du Premier ministre Manuel Valls et du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Et un grand élan de solidarité est né de la part de la population après ce drame suite à l'afflux des dons financiers par le public pour la famille de Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider. Le ministre de l'Intérieur vient de transmettre sur les réseaux sociaux les coordonnées bancaires et l'ordre pour les dons qui reviendraient donc à leur famille. La gestion de ces dons sera donc encadrée par une fondation du ministère de l'Intérieur, la fondation Jean Boulin. Si vous souhaitez apporter vous aussi votre soutien, toutes les informations s'affichent à l'écran, vous les avez vues. Et prenons à présent la direction de la Verrière. C'est un dossier en attente. Le projet Gare Bécane, qui devait voir le jour d'ici 2018, a pris du retard en raison de désaccords entre les élus de la Verrière et ceux de Saint-Quentin en Yvelines. Deux visions d'aménagement s'opposent. Celui de la Verrière prévoit la construction de 1800 logements. Les détails avec William L. C'est un projet qui est au point mort. Les 1800 logements du quartier Gare Bécane de la Verrière, initialement prévus pour 2018, peinent à sortir de terre. La raison, selon la municipalité, le blocage du projet par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On ne peut pas laisser, en tout cas, sortir un projet comme ça qui ne respecterait pas ces normes de qualité, ces normes d'esprit village, de la demande des verrières. Donc de toute façon, au minimum, c'est la moitié, c'est plus qualitatif, c'est plus pavillonnaire. C'est pas en augmentant comme cela la concentration, la densité urbanistique que vous allez améliorer la qualité. Selon la maire de la Verrière, le projet ne démarre pas car le président de Saint-Quentin en Yvelines n'aurait pas encore désigné d'aménageur. Le projet est validé. Il est dans le PLUI de l'agglomération, il est dans le contrat de développement de territoire. Enfin, on ne comprend pas pourquoi ça bloque. Sinon, une volonté politique de M. Fourgous et de quelques autres de bloquer parce que, à leurs yeux, notre projet ZAC ne correspond pas à ce qu'eux voudraient. Mais on est chez nous. Dans un communiqué, l'ancien maire de la Verrière, Alain Hajaj, dénonce un diktat inadmissible de la part de Saint-Quentin en Yvelines. De son côté, la maire de la Verrière a envoyé un courrier au préfet pour demander à l'État de prendre en charge le projet. Et de son côté, Saint-Quentin en Yvelines affirme qu'elle continue à travailler avec le conseil départemental, la ville et l'État pour élaborer un projet prenant en compte les attentes de chacun. Et revenons sur les intempéries. Après les intempéries donc de la fin du mois de mai, début juin, une première liste de communes dans 16 départements ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. C'était le 9 juin dernier. L'arrêté interministériel correspondant à une première série de communes a été publié au journal officiel de la République française. 57 communes étaient alors concernées dans les Yvelines et un second arrêté a été publié hier, mercredi 15 juin. Il a déclaré 54 autres nouvelles communes en état de catastrophe naturelle dans le département. Parmi elles, Le Chesnay, Magny-les-Hameaux, Saint-Cyr-l'École, Saint-Rémy-les-Chevreuses ou encore voisin le Bretonneux. Et parlons éducation. À présent, il y a un mois, nous partions à la rencontre de 2 classes de l'école régionale de la Verrière en pleine répétition pour Enfants en scène, un projet musical porté par l'association pour la musique à Saint-Quentin en Yvelines. Samedi et dimanche, ils se produiront avec 9 autres classes d'école saint-quentinoises au Théâtre national de Saint-Quentin en Yvelines. L'heure est donc au dernier réglage. Un reportage signé Mélanie Poquet et Sephora Namani.
Les répétitions en petits groupes sont terminées, place à la dernière ligne droite. Ce week-end, ces écoliers saint-quentinois seront sur la scène du Théâtre National. Cette concrétisation est importante parce qu'au début, ils ont du mal à comprendre, par exemple, pourquoi il y a un chant, ils chantent, ils s'arrêtent, ils chantent, ils s'arrêtent. Alors que là, une fois que tout le monde est ensemble, ils comprennent l'enjeu, ils comprennent la construction de ce projet. Et en fait, ils se rendent vraiment compte qu'ils ont construit quelque chose ensemble. Et ça va leur donner une grande émotion. Ensemble sur scène pour chanter l'Arche de Noé de Benjamin Britten. 7 mois de travail soutenus par l'Éducation nationale et les communes qui y voient notamment une ouverture culturelle. La deuxième vertu, évidemment, c'est une sorte de formation citoyenne, comme on dit, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de faire en sorte que les enfants soient entre eux, deux enfants de lieux différents, puisqu'il y a les enfants de Trappes, il y a les enfants de la Verrière, il y en a de Montigny, donc de plusieurs communes dans les environs de Saint-Quentin en Yvelines. Ça développe tout un tas de choses dont on n'a pas connaissance aujourd'hui, parce que comme c'est sur de l'humain, chacun réagit en fonction de ses sensibilités, et il en reste toujours quelque chose qui ressort à un moment donné. Il ne reste plus que quelques répétitions pour ces 244 élèves saint-quentinois. Ils sont accompagnés par de nombreux artistes, dont les solistes de la Ville-Dieu, avant de se lancer sur la grande scène. Il est temps à présent de passer à notre entretien. Nous allons revenir sur un drame qui s'est déroulé aux États-Unis, à Orlando. C'était dimanche 11 juin. Omar Maten a tué 49 personnes et fait 53 blessés dans une boîte de nuit gay. Donc justement à Orlando, un drame qui a été revendiqué par Daesh, mais qui pose des questions sur le climat homophobe actuel aux États-Unis, mais également en France. Pour en parler avec nous, notre invité ce soir, Jérôme André, président de HF Prévention. Merci d'avoir accepté. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc voilà, vous avez été sensibilisé, vous avez entendu parler donc de ce drame, ce qui s'est passé aux États-Unis, mais est-ce que cela pose des inquiétudes en France ? Ça pose plein de questions en France, mais pas seulement, dans le monde entier, puisque c'est un drame, donc c'est un attentat perpétré par Daesh, qui a été effectivement ciblé vers une communauté gay, et pourtant, dans les journaux, rares sont les journaux qui ont parlé de cette tuerie comme étant une tuerie homophobe, et pourtant, on est bien dans le cadre d'une tuerie, d'un attentat, mais lié donc à l'homophobie. Et effectivement, c'est en ça où c'est un peu compliqué aujourd'hui, parce qu'on sent qu'il y a une homophobie latente, à la fois au niveau dans le monde, mais aussi en France, où là, on ne va pas forcément donc aller plus loin. Alors, il y a eu des initiatives, comme la mairie de Paris qui a effectivement illuminé la Tour Eiffel avec les couleurs du drapeau gay, mais on sent que ça reste très timide et qu'il n'y a pas effectivement de prise en compte de cet aspect, comme si effectivement les victimes des attentats ont passé sous silence qu'elles étaient gays. Pourquoi, selon vous, justement, ça a été rendu comme ça dans les médias, où on en a parlé de cette façon, en maximisant le côté terrorisme avec Daesh et minimisant le fait que ça avait été vraiment des homosexuels qui ont été visés ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est horrible. On est effectivement, le monde entier est en prise à des problématiques d'attentats liées donc à Daesh. Il ne faut pas oublier aussi que Daesh cible des communautés, notamment les juifs, on l'a vu, notamment les caricaturistes, on l'a vu aussi avec Charlie. Et pour ce qui est effectivement de la communauté gay, et notamment à Orlando, beaucoup de médias, pas seulement français, mais dans le monde entier, ont un peu passé sous silence qu'il y avait effectivement des gays. C'est sûr que c'est plus facile de dire « je suis Charlie » sur les réseaux sociaux que « je suis gay » ou « je suis effectivement solidaire d'un attentat donc en direction des gays ». C'est un petit peu nous ce qui nous heurte, parce que même quand on parle de l'UEFA qui aurait pu effectivement faire des minutes de silence pour la tuerie d'Orlando, 53 personnes blessées, 49 morts, eh bien l'UEFA dit non, il n'y aura pas de minutes de silence, et ça c'est un petit peu détestable, parce que pour le coup, ils estiment qu'il y a des tueries régulièrement, et que Daesh ne peut pas donc à chaque fois provoquer des vagues d'émoi comme celle-là. Nous on trouve que c'est un peu quand même regrettable d'avoir ça. Il y a eu effectivement le tweet. Oui, justement, les réactions de la classe politique française, il y a quand même énormément de réactions. Détestable, juste détestable. Quand vous avez François Hollande, quand même président
des Français qui tweetent que ce sont des gens qui ont été tués parce qu'ils choisissaient leur orientation sexuelle. Beaucoup d'associations se sont portées effectivement en disant mais de quoi est-ce qu'on le parle? On ne choisit pas notre orientation sexuelle. Je pense qu'effectivement ce président a un peu des difficultés avec Twitter ou avec la communication, quoi qu'il en soit, mais ça traduit quand même d'un mauvais climat qui s'installe en France depuis le mariage pour tous. Nous, on a beaucoup souffert des problématiques de mariage pour tous. Il faut savoir que tous les gays n'étaient pas non plus favorables au mariage pour tous. Et là, pour le coup, on se retrouve en prise à des actes qui sont donc pas vraiment homophobes, si ce n'est l'acte d'attentat de Daesh. Mais on sent qu'il y a un climat un peu nauséabond où, les gays, on vous a donné le mariage, donc maintenant, ça suffit. On ne vous donnera pas autre chose. Et là, ça commence à devenir compliqué. Ça se traduit en chiffres aussi, parce qu'à HF Prévention, on parle de prévention IST-SIDA. Ça se traduit aussi dans les chiffres de prise de risque, notamment sur la communauté. Je vous propose d'écouter Eddy Haït, il est conseiller régional d'Île-de-France. Il s'est battu notamment donc, pour le mariage pour tous. Il a été défendeur de cette cause. Il est défendeur également de la cause homosexuelle. C'est l'ancien maire de Carrière sous Poissy. Il s'est exprimé justement par rapport au drame d'Orlando. Je vous propose de l'écouter. Je considère que la tuerie d'Orlando constitue un véritable massacre homophobe qui est lié à Daesh. Si les homosexuels sont fréquemment victimes d'attaques meurtrières à travers le monde, c'est la première fois qu'il y a une attaque d'une telle ampleur. 49 morts constatés. C'est véritablement un acte terroriste et homophobe, et je crois qu'il faut le dire, ce n'est pas simplement un acte homophobe, c'est un acte terroriste parce qu'il est revendiqué par Daesh. Pour vous, ce genre de réaction, ça a manqué dans la classe politique française? Mais il n'y en a juste pas eu. Heureusement qu'il y a Eddy Haït, notamment pour porter la voix, donc, comme il le fait là, en disant c'est un attentat de Daesh, mais c'est aussi un acte homophobe, parce que pour le coup, quasiment peu de gens l'ont dit, et c'est quand même compliqué. Nous on le voit, il y a une montée de l'homophobie après un net recul. On se rend compte qu'effectivement, il y a une vraie montée en puissance de l'homophobie, mais de l'homophobie qu'on pourrait malheureusement qualifier d'ordinaire. Aujourd'hui, même nous, à HF Prévention, et pourtant on a beaucoup de salariés hétérosexuels, automatiquement, ils travaillent avec des gays. Ils travaillent pour des communautés qui sont des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Je le rappelle, 80% hétérosexuels, pères de famille mariés, mais qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et ils sont caricaturés comme si, effectivement, vous travaillez à HF Prévention, donc automatiquement vous êtes gay. Et puis, on a effectivement les insultes. Plus besoin de passer aujourd'hui par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont souvent Twitter, Facebook, des exutoires donc de propos homophobes. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que les propos homophobes ou les comportements homophobes, c'est dans la vie de tous les jours. Nous aussi, on le subit à HF Prévention. Il y a des gens qui, effectivement, se permettent des fois d'avoir des propos qui sont un peu nauséabondes. On n'en peut plus. Aujourd'hui, on le dit, oui, il y a effectivement une communauté qui souhaite, une communauté homosexuelle en France, qui souhaite aussi s'intégrer. Et c'est compliqué d'être intégré quand on vous le rappelle toutes les 2 minutes. Et quand effectivement, quand il y a des tueries, qu'on ne fasse pas l'effort, au moins de considérer que c'est un acte homophobe. Alors je vous propose d'écouter une nouvelle fois Eddy Haït. Il a réagi également et lui aussi s'inquiète par rapport justement à ce climat homophobe latent. Il n'y a pas d'homophobie ordinaire, il n'y a pas une attention portée parce qu'aujourd'hui, il y a près de 50 personnes qui ont été tuées. Il y a une homophobie qui est aujourd'hui au quotidien une réalité. Plus de 85 personnes des jeunes homosexuels témoignent et affirment avoir fait l'objet d'insultes ou de moqueries. Les réseaux sociaux sont l'objet d'un déchaînement de propos homophobes. Donc il y a aujourd'hui un terreau, un contexte qui fait qu'il faut réaffirmer un certain nombre de valeurs. Et l'homophobie, comme le racisme ou l'antisémitisme, compromet très clairement l'exigence républicaine d'égalité. Donc, quelles sont les solutions, les choses que le gouvernement doit prendre en compte et doit faire pour que justement cette situation, on va dire, tente à diminuer, sinon à disparaître? Le gouvernement, je crois que plus personne n'en attend plus grand-chose. En tout cas, nous, à notre niveau, ce qu'on pense, c'est qu'il faut réaffirmer les valeurs, notamment communautaires. C'est pour ça que pour la première fois de son existence, HF Prévention a décidé de faire partie de la Marche des Fiertés de Paris, à sa manière, c'est-à-dire avec effectivement les outils de prévention qui font HF Prévention au quotidien. Donc nous serons présents le 2 juillet place de la Bastille, puisque le défilé a lieu de Paris-Montparnasse 14h jusqu'à la place de la Bastille. jusqu'à la place de la Bastille. Mais pour le coup, oui, on pense
qu'on s'est suffisamment tu, la communauté LGBT s'est suffisamment tue et qu'il va falloir dorénavant reprendre effectivement le bâton de pèlerin pour combattre cette homophobie qui est une homophobie latente et à un moment donné c'est juste détestable. C'est de la prévention, c'est du dialogue. Vous faites comment quand vous justement vous subissez voilà, ces agressions au quotidien au sein de la chef prévention? Alors maintenant c'est très compliqué pour tout vous dire parce que effectivement il y a l'homophobie qui est faite par le tout venant. Donc effectivement, ça va quand on est sur des marchés ou en train de faire du dépistage, on se prend des réflexions où on vous dit vous les gays alors que pour certains ils ne sont pas gays. Mais ça va aussi être des élus de la République qui vont se permettre d'avoir des propos. Ça va être aussi des agents de l'État qui vont effectivement avoir des propos. Alors ça peut être des propos très homophobes ou des propos qui sont beaucoup plus ordinaires. Vous les gays, vous ceci, vous cela. Voilà. Aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, c'est que effectivement, la communauté LGBT doit se réapproprier effectivement le terrain, doit se réapproprier les médias, doit effectivement donc réexister, parce qu'on le sent bien, au niveau mondial, il y a eu beaucoup de pays qui sont donc maintenant qui ont pris le mariage pour tous, et on se rend bien compte que les valeurs de l'époque de Stonewall ne sont plus défendues réellement parce qu'aujourd'hui, les gens ne vous considèrent plus. Merci beaucoup Jérôme André d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à notre question. Alors je le rappelle, il y aura un hommage qui sera également fait aux victimes du massacre de l'attentat d'Orlando le 2 juillet à Paris pour la marche des fiertés ou la Gay Pride. Vous y participerez, ce sera à 14h, début à Montparnasse pour finir à la Bastille. Merci à vous. Nous allons parler d'un tout autre sujet à présent, culture, après 2 représentations sur le bassin de Neptune qui avaient conquis 14 000 spectateurs. En 2009, Blanche-Neige revient dans les jardins de l'Orangerie du château de Versailles pour 4 dates, et cela jusqu'à vendredi. Créé en 2008 par Angine Préjlocage, le ballet réunit les 24 danseurs permanents de la compagnie. C'est Sephora Namani qui vous en parle. Blanche-Neige revient en majesté dans les jardins de l'Orangerie jusqu'à vendredi. Ce ballet créé par Angelin Préjlocage en 2008 connut un succès international immédiat et obtient en 2009 le Globe de Cristal. Thriller à la dramaturgie très riche, l'œuvre est la plus populaire des 49 créations du chorégraphe. C'était une nouvelle façon d'aborder la danse, c'est-à-dire de vraiment raconter par le corps, par les mouvements, une histoire, raconter chaque événement, parce que tout y est. J'ai essayé justement de faire une œuvre populaire et de mettre toute mon exigence dans l'écriture chorégraphique pour rester au niveau quand même le plus haut par la danse, sans descendre, voilà ça, et tout en allant quand même vers quelque chose qui va aussi bien enchanter une petite fille de 7 ans qu'un homme de 70 ans qui va découvrir ça, voilà. Cette parenthèse féerique réunit les 24 danseurs de la compagnie d'Angelin Préjlocage créée en 1985. L'adaptation de l'œuvre est restée fidèle à la version du conte des frères Grimm de 1812. Un conte encore très contemporain par ses thématiques autour de l'image et de la vieillesse. J'ai trouvé que Blanche-Neige était un conte absolument moderne parce que de nos jours, avec les progrès de la science, de la médecine, de la diététique, de la cosmétique aussi, ça amène cette condition, cette situation qui peut faire naître un problème de conflit autour de la séduction. Je crois qu'on est dans l'ère un peu du complexe de Blanche-Neige, presque comme on dit qu'il y a le complexe d'Oedipe. Notre époque peut-être génère le complexe de Blanche-Neige par le fait que les femmes sont plus libres, plus belles et que leurs filles finalement entrent en conflit de séduction avec elles par rapport à des prétendants en fait. Blanche-Neige partira pour suivre sa tournée en Corée du Sud fin juin. Et pour les amateurs des chorégraphies d'Angelin Préjlocage, le ballet Roméo et Juliette sera représenté au théâtre de Chaillot fin décembre à Paris.
Et à présent, nous allons parler d'une autre forme de culture. Savez-vous ce qu'est un ou une improscope? Alors, c'est un concept qui a été inventé par Andy Pimor et Antoine Rabot, deux comédiens bien connus à Trappes chez Déclic et Théâtre. Le but, faire des impros sur Periscope, ce réseau social qui donne la possibilité de filmer et de diffuser tout en live à travers le monde. Nous sommes allés les voir hier soir à Trappes pour leur 8e session. Je vous propose de le découvrir en images. Alors, 6e match final. Salut mon gars. Est-ce que t'es en train de faire un match de basket? La rencontre du joueur de basket LeBron James et le personnage du film The Mask, c'est une exclusivité Periscope ou plutôt Improscope. Un concept simple imaginé par Andy et Antoine, membres de Déclic Théâtre. Vous nous donnez un mot et on fait une impro. Et là on est sur la session. T'es où? T'es qui? Avec Periscope, le théâtre d'impro prend un sérieux coup de jeune. Pas besoin d'une grosse installation, 2 téléphones portables, un fond noir et les suggestions des spectateurs suffisent. Le réseau social permet de filmer et de diffuser en direct avec son smartphone afin de toucher un grand nombre de spectateurs à travers le monde entier. À la base, on était en train de bosser sur un projet de pièce de théâtre et puis on s'est dit ouais, il faut qu'on fasse un truc vite fait, rapide, et puis on est tombé sur Periscope comme ça par hasard, hein. Vraiment par hasard, parce qu'on avait entendu un fait divers tout bête là-dessus. On s'est dit pourquoi on ferait pas un petit show d'impro, viens on fait un essai. Et on a fait un essai un peu entre guillemets dans le vent, et puis on s'est rendu compte que ça a pris, on a fait le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, et là du coup, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, on fait la 8e session là. On est un peu habitué à la scène, du coup, avec le retour des gens, etc., ça nous aide vachement à nous placer. Là, malheureusement, il n'y a personne qui nous regarde à part un téléphone et des gens qui sont derrière en train de nous mettre des mots. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on se prend comme mot? Kiwi poilu, c'est bien. De la bonne humeur sur un média qui n'a pas encore d'utilisation ou de fonction vraiment définie. Ces sketchs improvisés, une idée originale qui a attiré jusqu'à 1650 spectateurs sur Periscope. Ce qui est hyper bizarre, c'est qu'on est sur du live et ce moment où on termine l'impro et qu'on dit allez, c'est le moment d'applaudir. Voilà, il n'y a pas de bruit, t'entends juste les chœurs qui font des... Alors une suggestion ou une situation drôle à proposer à Antoine et Andy. Les Improscopes, c'est toutes les semaines sur Facebook et Periscope. Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour sa chronique sport du jeudi. Bonsoir à vous Mickaël. Bonsoir Florane, merci de me recevoir tous les jeudis sur ce plateau. Mais c'est un plaisir, vous savez que vous êtes toujours le bienvenu. Quel sera le thème de votre chronique de ce soir? Est-ce que vous aimez le VTT? Ne répondez pas, je sais que oui. Vous êtes une fan de cyclisme, eh bien vous allez être servi dans cette chronique puisque nous allons parler du championnat national de VTT qui sera organisé le samedi 2 et dimanche 3 juillet sur la colline d'Elancourt. Pour nous parler de cette compétition, nous recevons sur ce plateau Thierry Fabre, président de VCE Sky et organisateur de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi avoir décidé d'organiser cette compétition sur la colline d'Elancourt? À Elancourt particulièrement. C'est une belle histoire parce qu'elle vient de la revancharde qu'on organise depuis 18 ans. Et on a fait venir il y a quelques années une fédération FSGT qui est venue visiter le site il y a 3 ans. Et ils sont tombés amoureux de ce site-là. Et puis comme on avait une renommée de club organisateur avec Saint-Quentin-en-Yvelines, quelque chose de sérieux dans l'organisation, et la ville d'Elancourt. Donc on nous a proposé de faire le championnat, on a accepté. Vous sentiez vraiment qu'il y avait une motivation pour organiser cet événement de la part de la population, des politiques? Oui, énormément. Ce championnat. Vous avez reçu beaucoup de soutien? Oui, si ce championnat existe aujourd'hui, c'est parce que Saint-Quentin-en-Yvelines, la ville d'Elancourt, nous ont soutenus depuis le premier jour et jusqu'au dernier. Ils ont été vraiment nos premiers admirateurs entre partis, et puis c'est vraiment une belle association. Sans eux, on n'existerait pas, ça n'existerait pas. C'est une grosse compétition, vous avez mis combien de mois, combien de semaines à préparer cet événement? 18 mois. 18 mois. 18 mois, et le plus dur, ce sont les 3 semaines qui restent à faire, la dernière ligne droite. C'est comme dans une course cycliste. Le plus dur, c'est la victoire pendant le sprint. Vous allez sprinter sur les prochaines semaines? On sprint avec précision. Alors dites-nous en plus, quel sera un peu le tracé du parcours? Vous allez partir du bas pour aller vers le haut de la colline, ça va se passer comment? Alors c'est un circuit qui est un peu particulier, parce que comme vous savez, la colline d'Elancourt, c'est le point culminant d'Île-de-France. C'est exactement le même tracé que celui de la Revancharde. Exactement le même? Exactement le même. C'est un circuit qui fonctionne bien, qui marche bien, qui est reconnu. On n'a rien voulu changer. Départ du pied de la colline d'Elancourt pour tout de suite une ascension directe en haut au sommet.
Et après, on reprend un circuit de 7,5 km pour se retrouver au pied de la colline pour finir en haut. Et quelles sont les difficultés de ce parcours? Alors, c'est un parcours qui associe... Il sera très technique? Oui, il y a tout. Il y a pour les routiers des grandes lignes droites, il y a pour les techniciens dans les forêts, des passages de rochers, il y a pour les descenteurs, il y a pour les grimpeurs, les grandes montées. En fin de compte, celui qui sera champion national sera un VTTiste complet. Et vous attendez combien de participants pour ce rendez-vous? Avec nous, actuellement, il y a 600 inscrits. C'est un chiffre que vous attendiez? Oui, parce qu'on est quand même... Oui, dans une fédération, ce sont déjà des sélections. Il y a 23 comités issus de régions et de départements du territoire national. Et c'est la première fois qu'il y a autant de monde sur un championnat national, dont 140 enfants pour les écoles de vélo. Et ça, c'est une belle réussite pour le territoire de Saint-Quentin-et-Lélancourt, qui a vraiment des valeurs sportives pour la jeunesse. Dernière question, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que tout le monde peut venir? Oui, l'accès est gratuit. Il faut venir nombreux, nous encourager, valoriser ce site qui a peut-être une histoire importante avec le futur pour Paris 2024. Merci à vous Thierry Fabre, merci. Il vous reste 2 petites semaines pour l'organisation. Vous souhaite bon courage en tout cas. Donc les championnats sont organisés du 2 au 3 juillet sur la colline d'Élancourt. J'espère que cette chronique, Florent, vous a donné envie d'aller voir cette compétition. Ça m'a donné envie, j'irai regarder. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup également à Thierry Fabre d'être venu en plateau. On va se quitter dans ce journal, mais avant juste cette dernière information. Le 30 juin débutera sur le golf national la 100e édition de l'Open de France de golf. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, numéro 3 mondial, l'une des stars de cette édition, sera sur place. Un concours est organisé pour tenter de remporter 2 invitations pour une journée de compétition. Au choix, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran pour peut-être participer et gagner des places et rencontrer peut-être cette star. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, vous retrouvez Wilfried et Richie pour votre journal de fin de semaine et Mickaël Elmidoro pour le 7-8 week-end. Au revoir.